Rendez-vous quotidien au bistrot, au coin du comptoir. Merci Terre de Café. Toujours. J'en avais besoin pour celui-là. On a fait du coup blabla Blabla. sur les effets. Ils sont là. Franchement, ils sont là. Il y en aura au moins 5, mais je suis sûr qu'on va en trouver d'autres pour comprendre toutes ces cinématiques, tout ce qu'on vous parle dans les vidéos Trapanel, tout ce qui est Comprendre comment fonctionne son vélo. et comment acheter indépendamment. Ben, c'est lié quand même, si tu comprends comment il fonctionne. Avant de ça, avant de commencer, on vous demande une chose, c'est de vous abonner à nos réseaux et YouTube. Du coup, TikTok, Instagram, Facebook, les pages jaunes. Minitel Rose. On se retrouve sur le canapé. T'es bien là? Ouais, comme chez Michel Drucker. Il est pas rouge. Oui. C'est encore programmé ça en 2025? Je sais pas. Je sais même pas. Ah. Dimanche, je suis pas devant la télé, moi. Ouais. Allez, nous diront ça en commentaire. Oui. J'espère que vous n'êtes pas passionné de Michel Drucker d'ailleurs. J'espère qu'il n'est pas décédé surtout. Ou qu'il n'est pas abonné. Ah oui. Je ne rigole pas de ces blagues. Ça y est, t'as vu, je l'avais annoncé dans une vidéo précédente, ou peut-être, tu sais quoi, il y a moyen que je l'ai annoncé dans une vidéo future, cet épisode. Ouais, c'est compliqué. C'est retrouver vers le futur le type. Hein. Eh ben oui. Quand tu tournes 3 vidéos le même jour et que tu sais pas l'ordre où ça va sortir, Eh oui. peut-être que T'as raison. tu utilises des trucs qui sont déjà sortis. Ouais. Retrouver vers le futur. Ouais. Donc, on parle des effets. Bon, ça, c'est pas une surprise. C'est aussi le titre de la vidéo, j'imagine, parce qu'on n'a pas le titre non plus encore. Ouais. Là, c'est pas de quoi on va parler. C'est de l'impro. Il va me lancer sur le sujet, on verra si j'y arrive. Non, on va parler des effets, on a dit. Enfin. Ah oui, d'accord. Duquel, je sais pas. Tu veux parler de quel effet aujourd'hui? Moi, j'aimerais commencer par l'effet de bras. Donc, pour repositionner le contexte, on a décidé de parler des effets. Premièrement, pour avoir une meilleure compréhension des jeux. Continuons. Désolé, c'est juste que le retour vidéo n'était pas présent. On coupe pas. Ah ouais, carrément. Non, on va le garder. Oui, on avait besoin d'expliquer, parce que chaque fois, tu me poses la question. Alors, ce vélo, est-ce qu'il a un effet de frein? Est-ce qu'il a un effet de bras? Est-ce qu'il a un effet de chaîne? De chaîne. Donc, il y a 3 effets. Principalement. Et donc, on s'est dit, il faut absolument l'expliquer. Ça va aider les gens qui suivent Café Manivelle à comprendre nos essais. Et voilà, c'est pour ça qu'on y est maintenant. Alors, quand on parle d'effets aussi, c'est pas forcément négatif. Ah non, c'est pas du tout négatif. Je suis sûr que quand tu parles d'effets, il y en a plein qui pensent que c'est négatif. Aidez-moi en commentaire, dites. Non, du tout. Les effets, c'est un petit peu comme les ingrédients de la recette pour faire un vélo, en fait. Avec des curseurs. C'est ça, c'est des curseurs. Et suivant comment tu veux assaisonner ton vélo, tu vas pousser plus ou moins des curseurs, tu vois. Non, mais c'est ça. Si tu veux un vélo qui pédale à l'extrême dès que tu mets un coup de pédale, ben, tu vas positionner les points de pivot pour que quand tu appuies sur la chaîne, ça détende à mort la suspension et que ça pédale fort. La même chose pour le frein. Que quand tu attrapes les freins, ça vient plaquer la suspension ou ça vient la déplier. Et pareil pour l'effet de bras, si tu veux que le vélo il s'assoie facilement ou qu'il reste haut dans le débat. Et la même chose, alors c'est pas un effet, mais on en parlera aussi, c'est la courbe d'amortissement, le ratio de suspension. Suivant ce que tu utilises, ben ça va avoir un impact sur le vélo. Donc ça, c'est les ingénieurs en plus de la géométrie. C'est ce que j'allais te dire. Voilà. Avec tout ça, ils peuvent jouer et te faire un vélo, on parle de vélo tout suspendu, ils peuvent te faire un vélo avec le même débattement qui est totalement différent suivant l'approche. Très souvent, c'est lié à l'ingénieur, comment il roule, où il roule, la philosophie de la marque. C'est très souvent ça. Quand tu cherches un peu, tu te rends compte que ah ouais, mais eux, ils habitent là, ils roulent comme ça, ils aiment faire ça, forcément, ils font des vélos dans cette direction. Et d'autres... Je pense que si vous avez suivi les Trapanel, on le dit souvent. Ah ben, on le voit que c'est une marque Exactement, d'Amérique plutôt ici.
Il y a des complexités, ça dépend aussi ton niveau d'expertise en ingénierie et tes capacités en termes de production. Oui. Il y a des gens aussi qui font des choses très simples parce qu'ils veulent le produire eux-mêmes ou dans certaines contraintes qui font qu'ils ne vont pas être un truc trop compliqué. Il y a d'autres marques qui se font des nœuds au cerveau et qui font des cinématiques ultra chiadées, ultra compliquées pour aller chercher des gains marginaux. Ça me fait penser au monsieur qu'on a reçu là qui s'appelle Rémi Couder, Soumcycle, qui dans son cahier des charges, lui, c'était un des premiers trucs, simplicité. Oui. Autant d'entretien, tout ça. Donc ça. De ça en découle tous les autres choix. Pour lui, monopivot. Derrière, 100 points d'articulation juste avec le flex de l'acier. Ben oui, forcément, il y a certains curseurs qui ne pourra pas aller pousser à un certain niveau. Mais dans son compromis, ça lui permet de dire ben, j'ai un vélo simple et il va fonctionner de cette façon-là. Ok, donc pour refaire la procédure, la marque, ils ont choisi leur cahier des charges. Qu'est-ce qu'ils veulent mettre en évidence? C'est ça. Le type de vélo, forcément. Ben, tu pars du type de vélo et le cahier des charges, tu dis ben, est-ce que tu veux qu'il soit le plus stable possible? Est-ce que tu veux qu'il soit le plus vif possible? Est-ce que tu veux qu'il soit le meilleur pédaleur? Est-ce que tu veux qu'il soit super prévisible, une motricité de dingue? Voilà, tu listes. Est-ce qu'il faut qu'il soit super rigide, super léger? Par exemple, super léger, il y a des cinématiques. Si tu mets des basculeurs, des bielles partout, ça ne peut pas être super léger. C'est pour ça que beaucoup de vélos de cross-country, en carbone, c'est plutôt des vélos très simples, monopivot, juste avec un petit basculeur, parce que la contrainte poids elle est très importante. En DH, tu as des usines à gaz, parce qu'ils vont chercher à essayer de mettre les curseurs de tous les effets, le meilleur effet de frein possible, qui ne pénalise pas le vélo, la meilleure rigidité, la meilleure... Et ils ont des vélos qui sont beaucoup plus complexes, mais le poids est moins important. Donc tu vois, c'est tout ça, c'est les critères en fait de conception du vélo, et chacun choisit ce qu'il veut, quoi. Et après, on voit si c'est cohérent ou pas. Ça n'est pas toujours, j'imagine. Il y a des fois des V2, des V3 pour arriver... Oui, et puis des fois, il y a des marques qui font des choix très forts et qui donnent des vélos avec des caractéristiques vraiment très spécifiques. Pour certains c'est pour ça qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Des fois, il y a des vélos, suivant où tu es, tu dis, mais ça, c'est impossible à rouler chez moi. Je vous l'ai déjà dit sur certains vélos. Et d'autres, tu dis, ah, c'est trop bien. Voilà. Ok, on a compris ça, j'espère. On verra s'ils ont compris en commentaire. Et... pour faire le vélo, du coup, c'est l'ensemble de tous les effets. Ça, c'est encore très important à souligner. Tous les effets interagissent tous ensemble. Ah oui, alors là, on va essayer de vulgariser, on va essayer d'en prendre un et vous l'expliquer. Mais forcément, ils ont tous un impact l'un sur l'autre. Ton effet de bras a une incidence avec ton effet de chaîne, une incidence avec ton effet de frein, avec ta courbe d'amortissement et ta géométrie. Forcément, tout est lié, c'est un système complexe et qui bouge. Là, nous, pour essayer de vulgariser, on va prendre partie par partie. On va y arriver. Reste avec nous. Ils sont comme ça, je les vois, ils sont en sueur, ils tremblent derrière les écrans. Après, c'est de la vidéo, c'est pas eu direct, ils peuvent reprendre et reprendre en boucle. Hein. Oui. Ouais, voilà. S'ils n'ont pas compris, hop. Oui, c'est vrai. Voilà. Du coup, on parle de l'effet de bras. Oui. Moi, je trouve que c'est un des plus importants dans ton cahier des charges, mais c'est vraiment mon point de vue à moi perso. Donc c'est pour ça que je veux attaquer par celui-là. Et puis je trouve que c'est peut-être le plus simple à visualiser. Oui, parce que tu fais bien de dire visualiser, parce qu'il faut savoir que pour la plupart des effets, tu peux en amont, quand tu choisis ton vélo avec toutes les données que les constructeurs donnent sur les sites internet, tu peux arriver, et même d'ailleurs une photo, à déterminer les effets de ton vélo. Oui, exactement. Et c'est l'idée de ces vidéos, que vous compreniez en voyant un vélo sur un salon, sur une course, de commencer à se dire « Ah ok, il y a ça qui est positionné là, donc… » C'est ça. Tu peux, quand tu as un peu l'œil expert, quoique maintenant c'est compliqué avec les 6 bars, mais sur d'autres cinématiques un peu moins complexes, tu peux très vite déterminer quel sera l'effet de bras, l'effet de chaîne et l'effet de frein sans même rouler le vélo. La courbe d'amortissement, ça c'est plus compliqué. Oui. Tu peux voir un peu avec les angles des biellettes et tout, mais avoir les chiffres précis. Pour la petite anecdote, j'avais fait un lancement avec Canyon il y a quelques temps avec un vélo, c'était le Neuron. Donc là, c'est pas compliqué, c'est un Horselink un peu basique. Et l'ING, il s'était pris au jeu parce que j'avais feeling et on avait parlé de ça. Et il dit, putain, mais en fait, c'est ça, tu vois. J'avais dit, à mon avis, l'effet de chaîne, il y a ça à peu près, l'effet de bras, il y a ça, l'effet de frein, c'est comme ça, la courbe, à mon avis, il y a tant de progressivité, la géo, à mon avis. Je me dis, oh putain. C'était pas loin. Eh oui, mais ça, parce que comme moi, je travaillais dans l'industrie avant, tu arrives très très vite à déterminer sur des vélos assez simples tout ce type d'effet. Donc, on va essayer de vous aider vous aussi à ce que vous le compreniez, quoi. Donc, la définition de ce qu'est l'effet de bras.
Alors, l'effet de bras, c'est sur un vélo tout suspendu. C'est l'impact de ton centre de gravité à toi, de ton poids, sur la suspension. Donc, en gros, c'est si je suis positionné sur l'arrière du vélo, central ou devant, pour faire les... Alors, ça dépend. Oui, si ton centre de gravité, il bouge pas, forcément, c'est facile. Mais en VTT, malheureusement, tu vas avoir des parties où tu vas sprinter, où ça monterait, tu vas te mettre sur l'avant. En descente, tu vas te faire peur de te mettre sur l'arrière. Donc, forcément, il y a des variations. Et en plus, pour complexifier la chose, si tu fais 1m60 ou si tu fais 1m95, l'importance de ton transfert de masse, il est encore plus important. Nous, on est assez petit, ça va, on a une variation qui est moindre. Quelqu'un qui fait 2 mètres, forcément, il va avoir un impact colossal sur sa suspension, s'il est en avant ou s'il est en arrière. Ce qui est logique. Hein. Ben oui, ce qu'on dit est assez logique, c'est de la physique. Ouais. Et du coup, les NG, d'ailleurs, pour répondre à ça, ils prennent un gabarit moyen ou ils prennent des extrêmes? Pourquoi ils font? Très bonne question. Dans leur tableau Excel, ils prennent la moyenne, hein, très souvent. Malheureusement, je vois, à part des marques qui seraient spécialisées dans les vélos pour très grands, Steve Pitt, peut-être ou les très petits. Mais non, mais tu as raison, les vélos, les cinématiques, elles sont très souvent développées pour la taille moyenne, celle qu'on voit le plus. Et après, on l'adapte. Mais c'est vrai que si tu vas être dans les détails, et plus loin, il faudrait certainement faire des cinématiques différentes pour les très grands et les très petits. Ouais, donc j'en reviens à mon Steve Pitt, presque il aurait fallu développer son vélo par rapport à... Sa cinématique, oui. Alors souvent les géométries, on les adapte, hein, mais on devrait aussi ajuster les cinématiques. Il y a quelques marques qui le font, quelques marques, sur le ratio de suspension. Pas sur l'effet de bras, mais sur les ratios de suspension. Ils ont des basculeurs faits pour des pilotes de tel poids à tel poids. Tu vois, j'ai vu Raw, ils ont 2 basculeurs suivant ton poids. C'est pas idiot. Mais là, sur l'effet de bras, non, malheureusement, j'ai rarement vu. Il décline un vélo et il décline pour tout le détail. Forcément, quoi. Ouais. Bon, on pousse là dans les. Après, c'est du marginal aussi, mais on pousse là. Voilà. Donc ta suspension, suivant comment elle est faite, elle s'articule sur un point, d'accord? Et là où elle s'articule, suivant toi où tu es placé, tu vas avoir un impact sur elle. Pour moi, pour imaginer le mieux, c'est le bras de levier en fait. Le bras de levier. Tu as une masse à soulever. Si tu as un bâton, une perche qui fait 50 cm, si tu as une perche qui fait 2 mètres, forcément, ce sera facile ou plus compliqué? Ou il faudra plus de force pour la faire rentrer. Pour moi, il faut imaginer ça. Si tu arrives à comprendre ça, à ressentir ça, tu vas vite comprendre l'impact que toi, tu peux avoir sur ta suspension. Ton bâton, il est bien joli, mais sur mon vélo, c'est quand même un peu plus... Ouais, alors pour faire simple, le mieux pour imaginer ça, c'est un monopivot avec une prise directe, style un orange, tu vois. Oui. Tu vois, là, tu as un point de pivot. Ce point de pivot principal, c'est un centre de rotation, c'est-à-dire que la suspension s'articule autour de ce point. Okay, imagine ce point, il est au niveau du boîtier de pédalier. Alors, un truc important, pour l'effet de bras, ce qui est important, c'est pas vraiment la hauteur, c'est pas son déplacement sur la verticale, mais c'est sur l'horizontale. Si tu as compris. Vu que c'est le positionnement avant-arrière du pilote, forcément. C'est ça. Ok. Donc, imagine, tu es assis sur ta selle, le point de pivot, il est sous toi, sous tes fesses. Là, l'effet, il est neutre. Donc, ton poids n'a pas d'influence radicale sur la suspension. Sauf si tu es gaulé comme Booba. Comme Teddy Riner, j'allais dire. Non, parce que Teddy Riner, les grosses jambes, quand même, il doit être équilibré. Non, mais sauf si tu as un corps super costaud en V et que tu as des jambes, des allumettes. Voilà, là, peut-être que quand tu seras sur ton vélo. Mais si tu es harmonisé en termes de masse, normalement, là, si tu veux, c'est neutre, quoi, tu vois. Par contre, imagine la même cinématique, ce bras banane là, mais ce point d'articulation, au lieu d'être sous ton poids, sous ta position assise, il est en arrière. Tu vois, on peut exagérer, le mettre au milieu des bases ou même à la base, tu vois. Qu'est-ce qui va se passer? Le vélo, quand tu vas te mettre sur l'avant, tu n'auras pas d'effet dessus, donc tu risques d'avoir un peu des pertes de motricité. Et dans la pente aussi, il va être dur à faire rentrer, tu vois, parce que pour asseoir le vélo, il va falloir que tu te mettes vraiment énormément en arrière de ce point. C'est pour ça que tu vois très rarement des vélos avec un centre de rotation derrière. Alors des fois, tu l'as un peu en arrière sur certains vélos de descente et tout pour que tu aies un effet neutre. Parce qu'en descente, tu as plutôt tendance à t'asseoir sur l'arrière. Et les gens qui veulent un vélo de descente qui soit neutre et qui ne rentre pas trop, ils vont le mettre un peu plus en arrière. Comme ton Fuel EX.
Tu vois, il est un peu en arrière du tube de selle. Ouais, à 2 cm peut-être. Ouais, voilà, c'est entre 2 et 4 cm. Mais c'est vrai qu'on le voit de moins en moins, ce type d'architecture, on va dire. Même en cross-country, très souvent, c'est plutôt vraiment sous le boîtier. Et à l'inverse, imagine ton centre de rotation, il est au niveau du moyeu avant. Tu vois, vraiment en avant. Ben là, quelles conséquences? Ben, tu vas avoir une suspension très active. C'est-à-dire au pédalage, le vélo, de suite, il va avoir beaucoup de motricité parce que tu vas le faire même en étant assis sur sa selle. S'il est devant, ça va le faire bouger. Donc en termes de traction, tu vas avoir une bonne traction. Et par contre, en descente, tu vas très rapidement faire prendre du débattement au vélo. Bras de levier est plus important. Exactement, tu as compris. Donc, je force moins. Tu forces moins et hop, ça rentre dans le débattement. Ok, ouais, c'est logique par Donc rapport voilà, c'est assez simple à comprendre ça, tu vois. Et ça, j'ai compris. J'espère que vous aussi, prenez des notes. Ce positionnement sur un vélo, il peut être de quoi? De 1 cm, 5-10 cm? Non, il peut être vraiment variable. Sur des monopivots, on a une variation. Sur un monopivot, basiquement, c'est souvent entre l'arrière du tube de selle et devant le tube de selle. Ok. Rarement plus. Si, il y a un bucéphale où il est au milieu du tube supérieur. Mais j'ai rarement vu d'autres vélos. Certains orange étaient un peu en avant, mais il y a souvent très peu d'effets de bras sur les monopivots. Ils sont plutôt neutres sous le boîtier. Par contre, il y a certaines cinématiques où on a le point de pivot énormément en avant au début et qui revient vers toi. On a des grosses variations entre le début et la fin du débattement. Tu vois, quand la suspension bouge. Et dans l'autre côté aussi. Donc le cas le plus commun, c'est souvent avec des suspensions à parallélogramme déformable, plutôt des points de pivot virtuels là pour le coup, et avec un basculeur à plat, par exemple, un basculeur avec l'amortisseur vertical à plat. Tu peux avoir des fois le centre stationnaire de rotation, au début, il est devant ta roue avant, quoi. Ça donne des vélos souvent qui sont ultra confort. Non, c'est l'inverse de Stanton. Ok. Non, c'est plutôt un vélo, un cube par exemple, certains cubes. Quand le basculeur est très plat, et les billets plats, ben, les deux points qui se rencontrent, ils vont très très loin parce que c'est l'intersection entre les bases et le basculeur. Ou certains SP, des stumps par exemple, où c'est quand même loin, mais il y en a où ils sont vraiment très très loin. Et quand ça rentre dans le débattement, qu'est-ce qui se passe? Le basculeur, il pivote comme ça, les bases elles montent, donc forcément ça revient. Et là, tu peux avoir des variations de plus de 40 cm, quoi. Ah ouais. Et ça, souvent, ça fait des vélos pas très prévisible parce qu'il y a un gros écart. Quand tu n'as pas beaucoup d'écart, c'est prévisible. Là, oui, c'est logique. Notre corps, forcément, la suspension, elle bouge. Donc, à pouvoir équilibrer ça, entre parenthèses, si je schématise, forcément, c'est plus compliqué à comprendre. C'est ça. Voilà. Ok. Donc, souvent, les vélos qui ont des centres instantanés très très loin, en e-bike, les moustaches, les anciens moustaches, des basculeurs très longs, très plats, très loin. Les Kona à l'époque aussi, non? Alors Kona, non, parce que c'était un monopivot. Ah, c'était un monopivot. Okay. Oui, donc c'est pour des points de pivot virtuels, ça, tu vois. Ouais. Donc, on fera une vidéo, je pense, sur les CIR, sur tout ça, je pense encore plus pour comprendre comment les... Ouais, un peu. Tu vois, il y en a une de plus, là, sur la liste. Bam. Encore une. Pas s'en sortir. Et donc ça, qu'est-ce que ça donne? Souvent, ça donne des vélos où sur le parking, c'est très confortable. Puisque forcément, tu agis de suite. Très bonne motricité. Par contre, c'est très souvent des vélos où quand tu te mets, tu restes trop sur l'arrière, tu es un peu passif. Le vélo, il s'assoit et tu perds tout le temps l'avant. Tu vois, par exemple. Oui. Ça arrive, quoi, tu vois, ça. Mais on voit ce type de cinématique, par exemple, le vélo de Loïc Bruni, en DH, il y a quand même de l'effet de l'avant qui revient vers l'arrière. Et parce qu'en descente, par exemple, ils ont comme ça un bon grip, mais tu as vu, ils sont gainés, ils sont posés. Et attention, il faut corréler ça avec la cinématique du vélo. Ils ont souvent des cinématiques très progressives où l'amortisseur, pour prendre le débattement, il faut énormément de force. Donc, ils compensent un peu la force qu'il faut au début par le centre stationnaire de rotation qui est loin devant. Donc ça, on en voit quand même beaucoup des vélos comme ça. Et quand même un peu plus rare, mais qui existe aussi, c'est un centre stationnaire de rotation qui est sous tes jambes au début, au niveau quand tu pédales, et qui s'en va vers l'avant. Ça existe aussi. Donc pareil, il y a des grosses variations. Beaucoup de Santa Cruz. Alors, Santa Cruz avec les biellettes horaires, anti-horaires, le VPP. Voilà. Pas le Santa Cruz nouveau e-bike. Ouais, ancienne génération. Ouais, voilà. Le Santa Cruz que beaucoup de gens VPP. connaissent. Le VPP, le point le CIR au début, le centre stationnaire de rotation, il est grosso modo sous tes jambes. Puis plus ça prend une débatte, la billette du haut, elle part vers l'avant et il part au niveau de ton moyeu avant. Pareil, les Rocky Mountain,
tu vois, où là c'est un fort bar, mais l'amortisseur était pris sur un basculeur qui, au lieu de pousser comme ça, il faisait ça. Ouvre, ouais. Donc pareil, c'est dessous et ça partait loin devant. Ben ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait des vélos qui sont très faciles à mettre sur l'arrière, à asseoir. Enfin, du wheeling. Et pas vraiment du wheeling, c'est à asseoir, parce que pour le wheeling, au contraire, Ah oui, il te faut demander beaucoup plus de force pour le... Ouais. Okay. Alors bon, le Santa, il compense avec un effet de chaîne très marqué. Encore une fois, tu vois, tous les effets sont marqués. Mais ça donne des fois des vélos pas très prévisibles, parce qu'ils vont bien s'asseoir dans la pente. Mais par exemple, sur un virage à plat, d'un coup, ou si tu veux pas te mettre en avant parce que c'est très fuyant, comme chez nous, il y a des graviers et tout chez moi, ben c'est des vélos qui vont être durs à trouver la bonne assiette, la bonne position. Tu vois, des gens ils disent des fois, on galère avec vos tutos, on voit, mais nous... Ben ouais, il y a des vélos qui sont plus ou moins prévisibles. Ils vont gagner ailleurs, ils vont gagner, tu vois, le VPV va gagner énormément en dynamisme, mais en termes d'assiette pour le pilote, ben il faut par exemple un pilote qui soit, encore une fois, assez fort du haut du corps, assez gainé, plus qu'un gars qui est vraiment sur l'arrière et plutôt fort sur le bas, quoi, tu vois. Et oui, et vu qu'il y a beaucoup d'écart, ça accentue encore plus. Ouais. Ok. Voilà. Des cas concrets peut-être, pour qu'on comprenne encore plus... Entre, je sais pas, on peut faire XC. Ben, un XC, en fait, oui, après les effets, ben, il faut voir quelle est la pratique. Un XC, très souvent, ils ont des effets assez neutres, on va dire, parce qu'il faut descendre des trucs raides, remonter des trucs, mais surtout, ils ont cette contrainte de simplicité du vélo. Donc, comme je disais, beaucoup de vélos, eux, dans leur cahier des charges, c'est en premier souvent le poids, l'effet de chaîne, enfin, le dynamisme, pédaler fort, donc ils veulent de la tension de chaîne. Donc la tension de chaîne, tu peux pas, il faut la mettre proche du point de rotation du plateau, si tu veux. Donc ils ne peuvent pas forcément jouer énormément. Tu vois, s'ils mettent énormément devant le point de pivot, qu'est-ce qui va se passer? Le vélo, dès que tu vas monter dessus, il va pomper. Le mec en cross-country, il ne veut pas ça, quoi, tu vois. Ils veulent jeter le vélo. Donc très souvent, eux, ils veulent quelque chose de très neutre en effet de bras. Alors souvent, on le met un peu en avant du boîtier de pédalier, parce que quand ils montent raide, tu vois, ils se mettent sur l'avant pour éviter pour garder quand même une bonne motricité. Leur point de neutralité, on va dire, il est un peu plus en avant que le randonneur moyen qui lui est très droit, tu vois. Donc, je dirais, les vélos de cross-country, ils sont plutôt neutres en effet sous le boîtier, voilà, sous le tube de selle ou en avant du tube de selle, très concrètement. Okay. Et leur variation, elle n'est pas énorme parce que de toute façon, il n'y a pas beaucoup de courses sur la moto. Donc, les déplacements de cinématique, il n'y a pas des grosses variations, c'est pas possible. Oui, ça aussi, c'est en fonction de son débattement. Ben oui, si tu n'as que 40 mm de course, la cinématique elle va se déformer sur très peu d'angles. Donc forcément, ce point, alors si c'est un monopivot, il ne bouge pas, mais si c'est même des vélos avec des points de pivot virtuels, un BMC par exemple avec deux biellettes, finalement, sur le plan vertical, il va peut-être bouger de 5 cm, donc c'est assez neutre. 5 cm, il n'y a pas grand monde qui va être capable de le sentir. Ça, c'est pour le XC. En rando, si tu as compris, moi, je suis plutôt partisan de quelque chose de plutôt neutre. Parce que souvent, le randonneur, il est un peu plus droit, au milieu du vélo. En descente, il peut, pareil, c'est pas la peine qu'il ait un effet ultra marqué parce qu'il faut que ce soit prévisible pour lui. Tu connais pas les circuits, tu sais pas répéter tes trajectoires. Donc souvent, c'est plutôt bien d'avoir quelque chose pareil. Pour avoir un vélo prévisible, le plus possible. Tu vois, beaucoup de cinématiques comme les Yeti ou les Ibis, tous les DW-Wiggle, la DW-Link, tu sais, avec deux links. Très souvent, c'est au début, ou le Giant aussi, le Giant, le Maestro, fameux système Maestro. Souvent, c'est au début, plutôt en avant, pour quand tu es droit, et quand même un tout petit peu d'effet de bras et avoir une bonne motricité. Et plus tu rentres dans le débattement, et plus ça revient sous le tube de selle pour avoir quelque chose en descente de prévisible et qui ne s'affaisse pas d'un coup. Que souvent, on a tendance à se remettre un peu vers l'arrière en descente. Ou sur les monopivots, comme ton Zoom, c'est quasiment sous ton tube de selle. Donc, en randonnée, très souvent, randonnée, trail, on reste plutôt sur des effets assez neutres. Là où des fois, on cherche un petit peu d'effets de bras, c'est souvent plutôt en descente ou des gros débattements ou en enduro. Là où il y a certaines marques qui jouent le fait vraiment d'en mettre au début pour avoir un vélo qui s'assoit naturellement dans la pente. Voilà. Et où le pédalage n'est pas important, si ça pédale et que ça fait un peu comme ça, c'est pas bien grave, quoi, tu vois. Donc là, on cherche à le mettre devant. Plutôt devant, et après, forcément, ça revient en permanence, ça revient. Mais c'est pour ça que maintenant, ils ont fait des 6 bars pour complexifier encore. Où là, le CIR, il peut bouger un peu dans tous les sens. Ça peut. Et c'est pas qu'un arc de cercle, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Souvent, la plupart, c'est d'un arc de cercle et c'est assez facile à déterminer. Voilà, c'est ça. Avec le 6 bar, c'est plus compliqué. Mais moi, je suis quand même partisan dans l'ensemble d'avoir quelque chose sur l'effet de bras assez neutre. Parce que souvent, quand tu as des effets de bras qui sont pas neutres, ben, tu vas compenser énormément par un autre effet. Par exemple, sur le Santa,
où le CIR part énormément devant, il compense avec un effet de chaîne énorme. Et donc ça, c'est pour ça que tu mets un Ocean après pour compenser le... Voilà, c'est ça. Tu vois que quand c'est neutre, on peut travailler de façon plus indépendante la cinématique et les autres effets, tu vois. Après, il y a aussi l'effet de frein qui varie beaucoup avec ce centre de santé de rotation. Ce que je comprends, c'est que pour la plupart de nous, on va dire, pilote lambda ou dans la normale, vu qu'on aura un positionnement neutre, ça nous donnera un vélo prévisible. Oui, imagine, chaque fois je disais aux gens, imagine on te met une planche et on te met un rouleau dessous et il faut que tu équilibres, tu vois. Si tu as un truc qui bouge en permanence, tu ne tiens jamais. Même si c'est instable, c'est un système instable, le vélo, tu as compris où ça bougeait. Oui, tu sais où appuyer. Tu vas comprendre le système et ton corps va s'adapter. Si en permanence, ça part, ça revient, ça part, ça revient, c'est ce qu'on dit qui n'est pas prévisible, je pense que c'est plus compliqué. Ça, c'est un choix perso. Et très souvent, moi, quand je fais des cahiers des charges de vélo, je fais attention à ce que ce CIR ne soit pas monstrueusement différent entre le début et la fin de la cinématique pour avoir quelque chose qui soit prévisible. Après, encore une fois, les pilotes pro, par exemple, notamment en DH, ils s'adaptent à leur vélo, ils font des séances d'essai. Et puis, les gars, ils apprennent de façon méthodologique la trace. Ils font, ils refont, ils refont. Attention, le mec lambda qui fait sa rando à droite à gauche, il ne connaît pas le circuit. Donc, s'il a un vélo pas prévisible, il est capable de ne pas avoir les bonnes sensations. On a souvent des gens qui nous disent « Ah, moi j'ai des soucis, le vélo, je perds tout le temps l'avant. » Alors, des fois, tu les aides parce qu'ils n'ont pas les bons réglages. Des fois, tu dis c'est ton vélo. Mais ton vélo, malheureusement, ouais, il est bien quand ça va tout droit et pour encaisser dans des impacts des cailloux, tu as l'impression que le débattement il est infini. Et par contre, pour tourner serré, où il faut tourner le guidon, tu n'arrives pas à tourner. Il faut apprendre après à piloter avec. En fait, les forces et les faiblesses de son vélo. C'est pour ça qu'on a souvent tendance aussi à dire que tous les mecs ou les nanas qui font de la compète, plus ils ont leur vélo, plus ils connaissent leur vélo de nombreuses années, on en parle à midi d'ailleurs. Et plus ils sont meilleurs parce qu'ils connaissent vraiment comment travailler leur vélo. Ah ben c'est sûr, oui, ça c'est oui. Quand tu connais parfaitement tes outils, tu les utilises mieux. Ouais, mais là, en comprenant tout ça aussi, tu comprends. Après, encore une fois, il y a aussi ta capacité, toi, en termes physiques et techniques, et ta morphologie. Il y a un grand impact sur l'effet droit. Voilà. Oui. C'est clair, hein? Tu vois, tu as compris? Moi, je pense avoir compris. À mon avis, là, tu as un gros travail de montage. Il va falloir que tu fasses des schémas et des schémas. Des dessins. Non, après, je pense qu'il y a des choses à expliquer pour comprendre aussi ça, tu vois, sur notamment tout ce qui est cinématique. Je pense qu'il y a 2 vidéos à faire, c'est le CIR et l'explication des cinématiques, qui est un peu lié, mais... le CIR et les cinématiques, c'est quand même énormément lié, oui. Chaque chose, l'effet de bras, c'est ça. Maintenant, on passera à l'effet de frein, à l'effet de chaîne, à la courbe de ratio, et puis après, on expliquera les cinématiques. Eh bien, j'espère que vous avez de quoi noter encore. Et pourquoi ils noteraient? C'est une vidéo, tu peux revenir en arrière et la revoir, non? Mais c'est des... C'est des expressions, tu vois. Ah, c'est une expression. Noter dans la mémoire grise. Ah, et moi, je pense qu'il faut surtout visualiser. Oui. Si tu visualises, c'est facile à comprendre. Si tu essaies de prendre par cœur et de reprendre, tu vas rien. Non. Si tu arrives à comprendre le coup du bras de levier, tu as tout compris. Ouf, pas compliqué à comprendre. Pourquoi on a fait une vidéo de 20 minutes là-dessus? Parce que tu es dur de la feuille. Bon, mais ça c'est fait. Plus que 4 ans. Oh, il y en a des trucs qu'on verra. Pour comprendre dis pas les chiffres, les dates, les chiffres, oublie. On ne tient jamais les trucs, alors il y en aura d'autres. On fera. Et ça sortira. Oui, surtout, honnêtement, s'il y a des questions à tout ce qu'on a pu aborder, posez-les, on répond. Moi, je réponds, très souvent. Les 90% du temps. Quand on peut répondre, parce qu'il y a des questions, on ne peut pas répondre, très honnêtement. Ouais, il y a des choses, c'est pas intéressant en fait. Mais chaque fois, les autres, on essaie de répondre au mieux. Hein. Des fois, j'écris des tartines aussi. Autant long que les vidéos. En tout cas, quand c'est pas répondu, c'est lu. Ah oui. Voilà, des fois, si on répond pas, c'est qu'il n'y a pas à répondre. C'est ça. Au moins, c'est transparent. Hein. Ah oui. Bon, abonnez-vous à Instagram, Facebook, TikTok. J'ai rien oublié. Il y a Strava si vous voulez voir les stats des vélos d'ailleurs, de l'optique.
et peut-être connaître les futurs vélos testés sur la chaîne. Des fois, ça permet de savoir ces choses-là. Ça fuite. Et en description, vous avez des codes promo sur les partenaires qui gracieusement font des codes promo où tout le monde est gagnant, autant vous que nous, parce qu'on touche une petite commission. Donc si vous voulez faire plaisir, c'est des produits qu'on utilise, qu'on aime, que vous voyez sur la chaîne. Voilà. À votre guise. Allez. Tu me le fais, ce petit organique expresso? Ouais, parce que là, voilà. Ouais, c'est bien de faire des tournages, mais encore on l'a pas vu. C'est vidé. Allez. Tu vois, ça coule pour de vrai là. Oui. Elle est allumée. Ben oui.